Valérie Bugeaud, merci d'accepter de répondre aux questions pour Mediapresse Info. Alors, première question, est-ce que la juriste que vous êtes croit encore en l'état de droit et considère que la vérité peut obtenir gain de cause par le recours au droit ou aux tribunaux? Bonjour Alain, merci à MPI de me recevoir. Non, c'est presque un gag. Non, l'état de droit a disparu depuis bien longtemps. Moi-même, j'en suis préoccupée depuis bien avant qu'on en parle officiellement. Donc non, parce que pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait un corpus de règles, j'allais dire immanentes, mais pas vraiment immanentes, mais en tout cas qui soient pérennes dans le temps et qui puissent servir de repère au droit qui découle de ces principes. Dans le droit continental traditionnel, ce qui servait de repère de ce point de vue, c'était les règles du droit naturel. Or, ces règles du droit naturel ont été battues en brèche par une attaque virulente du droit continental, par le droit anglo-saxon de l'amirauté britannique, sous-entendu évidemment, qui fait que le droit est de plus en plus tendance à se transformer en réglementation, évidemment de règles qui sont non pérennes, donc la sécurité juridique a disparu déjà depuis un bon moment. Il n'y a qu'à regarder la prolifération des règles pour se convaincre qu'elles sont de plus en plus illisibles, voire contradictoires entre elles, et en atteste le nombre de codes qui ont émergé ces derniers temps, avec des noms du reste même pas français. Enfin, le dernier code en présence, le code de la compliance, donc ça explicite bien de quoi nous sommes en train de parler. Donc non, le droit continental pérenne qui soumettait les pays à un ordre juridique est très violemment attaqué depuis de très nombreuses années. Ça s'est accéléré évidemment avec l'urgence sanitaire de la crise Covid, mais cette tendance lourde est à l'œuvre depuis très longtemps. Donc non, je ne crois plus du tout en l'état de droit. J'ai quitté mon métier, enfin le milieu dans lequel j'évoluais, qui était le milieu juridique, justement parce que j'étais en opposition avec la nouvelle façon de faire la loi. Je ne me voyais pas évoluer dans un milieu dans lequel je n'étais plus d'accord avec les formes nouvelles, les formes législatives nouvelles. Donc non, l'état de droit n'existe définitivement plus. Nous sommes sous le joug de la réglementation à usage variable, qui sont des règles non pérennes, contradictoires, conflictuelles, qui génèrent de plus en plus de conflits et qui probablement ont cet objectif également pour semer une forme de zizanie. Et je dirais que ce qui est vrai en droit national l'est également en droit international, puisqu'on a vu récemment, ce qui était quand même assez surprenant pour moi de l'entendre, c'est les représentants de la Fédération de Russie qui expliquaient que il n'y avait plus de droit international, que le droit était soumis nouvellement à des règles fluctuantes au service de certains intérêts économiques et monétaires qui se permettaient d'édicter de façon unilatérale des réglementations que tout le monde était censé accepter. Donc ce que nous avons vécu en droit interne est également valable en droit international, ce qui n'est pas tellement surprenant parce que l'origine du droit international, c'est quand même le droit public, enfin en tout cas avec une suprématie des États, c'est-à-dire des entités de droit public qui étaient hors du champ commercial. Or, l'attaque violente que nous subissons sur notre droit par la réglementation anglo-saxonne a pour objectif de nier justement toute entité juridique supérieure hors du champ commercial. Donc tout est bien cohérent. En réalité, ce que nous avons vécu chez nous, c'est de façon spontanée, expansé en matière internationale. Et dans ce cas-là, que peut-on attendre du procès contre Pfizer et de la démarche de Pascal Nadadji? Alors, le procès contre Pfizer, c'est un peu différent, ça s'inscrit dans un cadre différent, puisque Pfizer est une entité américaine
soumise donc au droit américain, et que ce procès-là s'inscrit dans le cadre américain, donc anglo-saxon lui-même, avec des juridictions qui ont été actionnées non pas sur une problématique médicale, mais sur une contrariété avec l'ordre constitutionnel américain. Et vous savez que la Constitution américaine, c'est quand même l'alpha et l'oméga de l'État américain, et elle est vraiment intouchable. Ça n'a rien à voir avec nos constitutions qui ont été des paillassons pour les multinationales et l'ordre monétaire international, enfin apatride. Donc je dirais que dans ce cadre-là, beaucoup plus circonscrit et avec une argumentation américano-centrée, je pense que nous sommes légitimement en droit d'attendre des résultats intéressants, dans la mesure où si Pfizer, le jour où la justice, ou en tout cas la Cour suprême de New York rendra son jugement condamnant Pfizer en tant qu'il n'aurait pas respecté la réglementation, la législation américaine et en particulier la Constitution américaine, donc Pfizer aurait été dans une situation où il aurait vendu un produit qui ne respecterait pas la législation, donc une vente illégale sur le territoire américain et illégale dans le monde entier. Donc dans ce cadre-là, j'estime que c'est un recours intéressant. Reste à vérifier si le jugement sera suivi des faits, parce qu'effectivement, aux États-Unis, il en va comme... il y a quand même une certaine, je dirais, un peu plus de résistance des institutions peut-être américaines que chez nous. En tout cas, ça sera l'occasion de tester, de vérifier la solidité de certaines institutions et leur indépendance. Donc c'est intéressant, cette démarche est intéressante. Alors, justement, non seulement pour les Américains, mais aussi pour nous. Nous, évidemment, oui, bien sûr. Si jamais Pascal Nadji obtenait victoire, absolument, nous serions évidemment les premiers intéressés à toutes les conséquences que ça entraînerait. Absolument. Et précisément, s'il y avait une victoire obtenue par Pascal Nadji, vous voyez une possibilité d'utiliser en domino la chose également sur le territoire européen ? Là, ça commence à devenir des questions intéressantes et délicates, parce qu'effectivement, les juridictions chez nous sont totalement inféodées aux multinationales. Néanmoins, à partir du moment où la vente de produits aura été déclarée illégale, elle sera déclarée illégale par les institutions américaines sur une entreprise américaine. Donc je pense que c'est en amont de chez nous que ça se passera, et ça laissera peut-être... des marges de manœuvre à la dissidence, en tout cas aux instances qui souhaiteraient pouvoir montrer un tant soit peu d'indépendance pour éventuellement se faire entendre. Ça, je suis assez dubitatif sur la question. Néanmoins, évidemment, toutes ces problématiques sanitaires vont entrer en conflit direct, en interaction directe avec les problématiques monétaires qui arrivent également à grands pas. Donc je pense que nous allons avoir affaire à une forme de chaos chez nous, dans lequel finalement une quelconque action juridique ou judiciaire ne sera plus de grande importance d'actualité. Je le crains. Et précisément, quel bilan tirez-vous des 2 ans et demi de covidisme avec les conséquences dans de multiples domaines, aussi bien sur la psychologie humaine que sur l'état de la société, sur l'état aussi de nos capacités à résister ? Un bilan tout à fait affligeant, comme je pense beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que d'une part, ça a démontré finalement la soumission. C'est un peu une période de révélation, dans le sens où la soumission de nos institutions est apparue au grand jour. L'absolue dépendance de notre pseudo-pouvoir politique au pouvoir économique caché est apparue de façon évidente. Ce que moi je dénonçais, qui existe depuis longtemps, est devenu maintenant quelque chose qui n'est plus caché. Concernant la réaction des populations, eh bien,
Il y aurait beaucoup à dire, mais il semblerait que ça ait mis aussi en exergue le fait que nous sommes conditionnés depuis tellement longtemps que les populations ont été incapables de comprendre qu'elles entraient dans une dystopie. En majorité, hein, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont été choqués par ce qui s'est passé, mais beaucoup ont accepté les restrictions à leur liberté individuelle, les restrictions à leur liberté collective, les restrictions à leur capacité de penser de façon, j'ai envie de dire, presque naturelle. Et c'est ce qui est le plus préoccupant, à mon sens, pour l'avenir de nos pays, parce que effectivement, il n'y a pas d'avenir collectif avec des gens qui soient aliénés du point de vue de leur capacité, autonomie à penser par eux-mêmes. Ce qui est tout de même préoccupant, c'est qu'on a vu cette fois-ci que même lorsque cela allait atteindre l'enfant, c'est-à-dire imposer des vaccinations aux enfants, il n'y a pas eu de déclic. On pouvait penser que c'était le stade ultime qui allait entraîner une réaction, et même cela, ça n'a pas entraîné une réaction. Je nuancerai un petit peu, parce que vous avez remarqué quand même que les femmes sont beaucoup montées au créneau, et qu'en particulier, il y a eu tout un collectif de défense pour les enfants qui s'est monté, qui s'appelle les Mamans Lourdes, et que dans les grands chocs civilisationnels, c'est quand même les femmes qui défendent la pérennité en fait, de l'espèce, hein, et qui défendent leurs enfants. Et en l'occurrence, ça s'est manifesté. Alors évidemment, c'est très peu relayé par les médias, donc on a un peu de mal à percevoir l'ampleur du phénomène. Il est vrai que d'une façon générale, les parents sont assez peu mobilisés pour défendre leurs enfants, et ça c'était déjà vrai avant, sauf que maintenant c'est devenu évident. Mais ils sont assez peu mobilisés parce qu'eux-mêmes ne sont même pas en capacité de comprendre ce qui se passe. On leur a retiré les outils intellectuels, on leur a retiré je dirais la capacité, la marge de manœuvre personnelle. Donc en fait les gens se sentent piégés et ils sont aussi, il ne faut pas l'oublier, sous choc. Je pense que ces mesures coercitives qui ont été appliquées de façon répétitive et rapide ont créé un choc psychologique très grave sur les populations qui font qu'elles ont du mal à réagir et les adultes ils doivent réagir déjà pour eux-mêmes. S'ils ne sont pas capables de réagir pour eux-mêmes, ils ne sont pas non plus évidemment capables de défendre leurs enfants. Mais il est vrai qu'avec le temps et ces procès, notamment le procès Pfizer, s'il arrive à bonne échéance, en tout cas si se développe, si l'issue est favorable, s'il se développe favorablement, ça participera à la prise de conscience générale. Et du reste, on a commencé à mon avis, à constater un certain changement du narratif sur les narratif covidique. Je pense que ce n'est pas étranger au procès qui a lieu en ce moment aux États-Unis. Maintenant, il est vrai que des populations traumatisées, je ne sais pas comment ça se traite, ça se guérit. Je pense que là, il faudrait vraiment demander à des psychologues et des sociologues leur avis sur la façon d'encaisser tout ça, parce que effectivement, la pérennité de notre collectif, de notre groupe, de notre société, de notre État, va dépendre de la capacité de résilience des populations traumatisées. Et la question est d'autant plus grave qu'on enchaîne les politiques anxiogènes les unes après les autres. De toute façon, on quitte l'anxiété du Covid pour passer ensuite à l'anxiété de la guerre, l'anxiété des pénuries, l'anxiété énergétique, l'anxiété climatique. Donc on maintient la population dans cette peur permanente. Oui, c'est justement... ce traumatisme. Absolument. Et c'est justement là où devrait se faire un déclic, c'est-à-dire que les populations devraient prendre conscience qu'elles sont les victimes, elles sont des victimes désignées, ce sont les sujets, les objets de ces politiques, de ces narratifs très anxiogènes, très culpabilisateurs, très virulents, qui ont pour objectif de leur faire accepter la servitude. On revient à la servitude volontaire de la Boétie, mais effectivement, comme ces gens-là sont quand même très peu nombreux, ils ont besoin de l'adhésion du public. Et pour obtenir l'adhésion, il n'y a pas 36 moyens, ils ont une grande expérience dans le domaine. Leur objectif, je pense que beaucoup de gens ont compris maintenant, c'est le grand reset, la grande réinitialisation proclamée haut et fort par
le Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab, son gourou Schwab, mais qui n'est finalement qu'un porte-parole de toute cette sorte de mafia internationale. Donc l'objectif, c'est de nous amener évidemment à accepter les futurs, la paupérisation immense qui sera générée par le choc monétaire que nous allons connaître suite à la perte du dollar, la perte du statut international, du statut de monnaie mondiale du dollar. Donc nous allons arriver à une paupérisation massive parce que toutes les grosses structures en charge du pouvoir n'auront qu'une volonté, c'est d'amortir leurs pertes sur les actifs publics et les actifs privés. Donc ça veut dire que la propriété privée va y passer. Je le dénonce depuis très longtemps parce que la tendance lourde est en route depuis très longtemps. Mais en effet, là, les choses s'accélèrent. Donc pour nous faire accepter ces paupérisations multiples, il faut en effet mettre les populations sous choc. Donc l'idée, c'est de faire comprendre quand même aux populations que si elles sont victimes, c'est pour une raison particulière, c'est pour leur faire accepter la paupérisation et la disparition totale de leur liberté, non seulement collective, mais également individuelle. Et je dirais même un pas plus loin, avec les développements technologiques actuels, on peut également craindre pour la liberté de penser et la libre disponibilité de ses capacités psychiques. Donc nous sommes là dans une pente très savonneuse qui évidemment est liée à l'hégémonie financière actuelle qui a toujours été de nature génocidaire, on peut le dire, hein, ils n'ont plus de preuves à faire de ce côté-là, et il faut bien préciser que nous avons affaire au modèle économique qui s'est développé avec les grandes compagnies des Indes, et en particulier la BEIC, la Compagnie des Indes britanniques. Donc c'est un modèle économique d'accaparement, de génocide et de terreur. Alors vous parliez de la privation du droit à la propriété, et beaucoup de gens ont du mal à croire évidemment à ce que nous essayons de leur expliquer à ce sujet, toutes nos tentatives de les avertir de ce qui se prépare. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet qui est en plus qui fait l'objet d'une actualité récurrente, et là encore j'ai vu il y a quelques jours que le PDG de la Morgan Chase Bank a publié à l'occasion du rapport annuel de la Morgan Chase Bank un appel au gouvernement à accepter d'inscrire dans leur politique gouvernementale l'expropriation pour motif climatique. Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. Oui, ça c'est une nouveauté. Oui, mais enfin bon, c'est une... Alors, la crise, la propriété privée est en crise depuis très longtemps. Maintenant, il est vrai qu'il y a quand même des signaux d'alerte très, très violents, celui-là en est un, mais préalablement, nous avons eu aussi des hameçons médiatiques qui ont été lancés dans le cadre de la propriété privée, immobilière privée, où il aurait été question de dissocier le bâti de la propriété du sol, la propriété du sol gardant évidemment l'essentiel de la valeur, mais n'étant plus accessible au grand public, seulement accessible à quelques groupements obscurs. Donc ça, c'était aussi un des éléments. Mais je dirais qu'au-delà de ça, la disparition de la propriété privée vient aussi de l'augmentation faramineuse des frais du fait de la disparition des services publics, de tous les frais de la vie collective, également de l'inflation, également de la captation des richesses bancaires par les faillites en perspective, et surtout par la perte de valeur de la monnaie qui aura lieu lorsque le dollar cessera définitivement d'exister en tant que monnaie mondiale, ce qui est imminent. Enfin, on est question de quelques semaines ou mois, mais je pense qu'on y verra plus clair d'ici la fin de l'année. Donc en fait, la propriété privée est attaquée de tous les côtés, par les impôts, par les augmentations de prix, par effectivement la volonté technique de transformer la propriété privée en propriété économique. Ça, c'est un concept issu effectivement du fonctionnement des monnaies.
Donc en réalité, je dirais que le dernier avatar de la banque américaine, enfin, que vous venez de citer, n'est qu'un dernier avatar et ça ne sera pas. Enfin, il y en aura d'autres. Oui. Je dirais que de toute façon, ils sont obligés d'attaquer sur tous les fronts et de trouver sans cesse de nouveaux prétextes. Le fait que les gens commencent à être préparés sur ce genre de modèle devrait sérieusement les inquiéter. Parce qu'effectivement, mais si vous voulez, lorsqu'ils ont fait passer le bail-in, enfin la capacité à ponctionner les comptes en cas de faillite, c'est aussi un signal d'alerte. Alors maintenant, bail-in, bail-out, la nuance est finalement, étant donné l'ampleur de ce qui va se produire, de toute façon, on sera attaqué de tous les côtés. Donc, c'est pas... Si vous voulez, la technique utilisée, finalement, importera peu parce qu'elle va être noyée sous la vague scélérate qui arrive. Mais ceci étant, la propriété privée, oui, est attaquée vraiment par l'État, par le contexte monétaire, par la volonté des puissances hégémoniques, puissances financières hégémoniques qui contrôlent la capacité législative. Donc les gens ont beaucoup de soucis à se faire sur la pérennité de la propriété privée. Et comment voyez-vous la situation des banques et quel message adresseriez-vous aux épargnants ? Alors ça, c'est un sujet délicat parce que nous sommes pris en otage, les épargnants, les États sont pris en otage par les banques. Dans cette mesure-là, il n'est pas souhaitable d'accélérer un processus de dégradation. Donc je n'appellerai jamais à faire un bank run, par exemple, parce que ça accélérera le processus de notre soumission à une monnaie numérique qui ne sera en fait qu'une monnaie conditionnelle, et donc qui va nous mettre sous contrôle beaucoup plus virulent, sans possibilité d'échappatoire, que ce que ça n'est déjà, ce qui est déjà assez lourd. Donc j'ai envie de dire, on ne peut pas faire des mouvements, on ne peut pas proposer de mouvements brutaux parce que tous ces mouvements se retourneront immédiatement contre nous. Il faut bien comprendre qu'on est otage du système bancaire et que dans ce cadre-là, les marges de manœuvre sont très faibles. Alors, ce qui est quand même évident, c'est que dans le cadre d'un chaos tel que celui qui se présente très probablement devant nous, mieux vaut être le plus autonome possible, être par exemple propriétaire de sa résidence principale, avoir un accès à des sources alimentaires et en eau, voilà des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire non plus se barricader et faire du survivalisme nécessairement, parce que d'abord tout le monde n'en est pas capable, deuxièmement survivre seul dans un monde où tout le monde aurait disparu, c'est quand même pas forcément très reluisant non plus. Donc en réalité, la seule chose que je conseille, c'est de recréer du collectif, recréer du groupe, recréer des liens, réapprendre à vivre en société en respectant les autres, ce qui signifie de se respecter soi-même, ce que les gens ont perdu aussi comme habitude, en particulier suite à ces chocs répétés qui ont été mis en œuvre à l'occasion de l'urgence sanitaire. Donc je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui nous sommes à l'aboutissement d'un long chemin. On ne peut pas réparer en quelques semaines les dérives que nous avons laissées se produire sur plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années. Donc il faut bien accepter, il faut être capable de voir la réalité telle qu'elle est, et puis de manœuvrer au mieux dans un contexte qui sera évidemment très difficile. Je ne préconise pas le bank run, je ne préconise pas la débancarisation totale, de toute façon elle n'est pas possible parce que nous sommes tous contraints d'avoir un compte en banque pour payer les factures, payer les impôts, etc. Nous avons été pris en otage, donc acte, maintenant il faut payer le prix de cette renonciation qui date de plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Alors on observe que les dirigeants des grandes entreprises sont de plus en plus impliqués dans la promotion de la propagande du nouvel ordre mondial et de l'agenda du nouvel ordre mondial. Ça vaut pour tout ce qui est de l'ordre du réchauffement climatique, de la propagande LGBT, du multiculturalisme, du covidisme. Est-ce que, d'une certaine façon, l'entreprise et l'école sont devenus les temples d'une nouvelle religion ?
Alors, je dirais que les multinationales sont des émanations du système, de la domination du système monétaire par les grands banquiers. Parce que les grands banquiers ont créé ce système pour eux et pour leurs meilleurs intérêts catégoriels. Donc les multinationales sont une émanation de ça, dans la mesure où elles sont là pour accaparer les richesses. Du reste, depuis plusieurs décennies, on a assisté à la destruction du tissu économique qui existait par les PME, les petites et moyennes entreprises. Donc les entreprises sont, disons, c'est même pas parties au nouvel ordre mondial. Elles sont le nouvel ordre mondial, en fait. Elles sont la matérialisation du nouvel ordre mondial. Ce que l'on constate au Forum économique de Davos également. Puisque ce bien sont sûr, c'est une sorte les entreprises elles-mêmes qui constituent le Forum de Davos. Absolument. En fait, le Forum économique, c'est ce que j'appelle, grosso modo, pour me faire comprendre, je dis que c'est finalement la Chambre de commerce internationale. C'est une formalisation de la Chambre de commerce internationale. Le Club de Rome en fait partie. Enfin, c'est une façon un peu grossière de parler, mais effectivement, c'est pour faire comprendre que c'est vraiment la domination du système économique global qui se manifeste comme ça. Concernant l'école, c'est autre chose, puisque l'école, pendant longtemps, était une émanation des instances publiques, donc des États, qui a priori auraient dû être, en tout cas dans l'inconscient collectif, étaient situés au-dessus dans l'ordre de hiérarchie des valeurs et qui étaient au contraire chargés de réguler tout ce système économique. On a vu qu'elles ont été soumises, ces États ont été soumis, ces entités ont été soumises, que le droit public international, en tout cas la notion d'État en droit public international a été subvertie, donc nous sommes dans un abus de droit. À partir du moment où l'État a été soumis à cet ordre économique, il n'est pas étonnant que dans toutes ses composantes, y compris militaires, scolaires, toutes les administrations publiques, santé, y compris santé, effectivement, suivent les malfaçons qui résultent de l'établissement de cette hégémonie. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je verrai les choses. Alors, que répondriez-vous à ceux qui vous traiteraient de complotistes, puisque évidemment c'est la façon de tenter de discréditer toute volonté d'éveiller les consciences? Écoutez, d'une part, je suis régulièrement traitée de complotiste, je l'assume, et je continuerai en disant que ce terme a été inventé par les services secrets américains pour empêcher les voix de s'élever contre le narratif qui avait été établi suite à l'assassinat du président Kennedy aux États-Unis. Donc on comprend bien que ce terme cache en réalité un rapport de force, un rapport qui est là pour empêcher les populations d'accéder au questionnement, qui est le premier sujet, et deuxièmement d'accéder au-delà du questionnement aux réponses. Donc je dirais que dans ce cadre-là, j'accepte absolument cette étiquette de complotiste et même je la revendique. Alors, dans ce qu'on appelle grosso modo la dissidence, il est de plus en plus question de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Est-ce que vous auriez une mise en garde à faire à ce sujet? Absolument. Alors, la première mise en garde, c'est que je dirais que dans le cadre où tout est infiltré, je dirais toutes les organisations officielles, toutes les organisations dissidentes, c'est-à-dire que vous trouvez dans des mouvements à la fois des gens qui sont honnêtes et des gens qui sont là pour éventuellement faire bouger les choses dans une direction ou reprendre le contrôle des événements à un moment ou à un autre. Je dirais que dans ce cadre-là, eh bien, la première des méthodes de santé publique à respecter, c'est finalement de rester relativement isolé. Ce qui ne signifie pas de rester isolé sans communiquer avec d'autres groupes, d'autres personnes, mais tout en restant très vigilant sur les gens avec qui vous vous associez. Je ne préconise pas que les dissidents s'associent. Mieux vaut rester dans un contexte d'éclatement et de pluridirectionnel
de façon... Et de complémentarité, de cette façon. De complémentarité, d'éventuelles divergences, de façon à ne pas être facilement récupérable. Ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième, c'est dans la mesure où il est très difficile actuellement de faire le départage entre les gens honnêtes et les gens intéressés, puisque souvent ce sont des gens qui viennent des services qui ont été très bien formés et qui sont des experts en manipulation, donc il est très difficile de les détecter. Donc dans la mesure où on ne peut pas les détecter, la meilleure réponse, c'est finalement d'éviter de se faire récupérer en s'affichant trop ouvertement avec les uns, avec les autres. Voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Les choses évolueront par la force des choses parce que effectivement le contexte général va se dégrader. Donc les départages vont se faire de façon un peu plus évidente. On y verra sans doute plus clair lorsque les choses seront plus difficiles, si tant est qu'on soit encore en vie. Donc je dirais qu'il faut pas hâter, on ne peut pas hâter les événements. Les événements se produiront, les gens se démasqueront le moment venu. Je reviens du coup à un autre sujet, puisque vous parlez de rester en vie. Le plan de dépopulation, comment considérez-vous ce qui peut apparaître comme un plan de dépopulation organisé et qui du reste était assumé par Julian Huxley dès son mandat au sein de la Société des Nations? Absolument. Alors il faut voir que déjà dès le club, Huxley effectivement, le Club de Rome a été le premier événement eugéniste mondial. Dans le sens où ces gens-là ont utilisé des données démographiques trafiquées, que les grands démographes de l'époque avaient constaté qu'il y avait des anomalies dans l'analyse des données. Donc vous voyez, ça c'est 1970, 71, 72. Oui. Donc c'est un travail de longue haleine. l'officialisation de ce mouvement on peut appeler eugénique, je ne sais pas trop comment, de dépopulation qui passe par différentes méthodes, dont l'eugénisme éventuellement, en fait est officiel. Il y a des quantités de textes officiels qui en parlent. Maintenant, avec ce qui s'est passé sur les injections covidiques, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour s'inquiéter et se préoccuper du contenu exact des fioles, des produits qui ont été injectés aux populations. Je ne rentrerai pas dans le débat médical parce que je ne suis pas du tout médecin et je n'y connais strictement rien. Néanmoins, il y a quand même deux tendances un peu lourdes qui ont tendance, en tout cas, à se faire connaître dans le public. C'est, alors indépendamment même du strict cas des fioles d'injection, mais c'est un travail sur le déterminisme des gènes, ça c'est la première chose, et deuxièmement un travail de fond consistant à connecter l'individu à des sources d'énergie externes. On a vu que Microsoft avait déposé un brevet de minage de monnaie par l'activité corporelle, ce qui est quand même extrêmement préoccupant. On a vu cette multiplication d'antennes 5G, mais on parle maintenant bientôt de la 6G, sans maîtriser réellement, d'une part, les interactions des ondes avec le corps humain basique, mais d'autre part avec un corps humain dans lequel auraient été injectées des particules de graphène, soit par ingestion orale, nasale ou éventuellement par intraveineuse. Donc je dirais qu'on est dans un univers un peu fantasmagorique, dystopique, assez peu accessible au grand public parce qu'il s'agit quand même de données de recherche qui viennent beaucoup de la DARPA, qui ont été initiées par la DARPA, donc quand même problématique car militarisée. Donc on a quand même du souci à se faire, je dirais, dans le cadre dans ce contexte-là. Bon,
Je vais terminer sur une note un peu plus réjouissante ou joyeuse. Quelle est votre actualité? Je sais que vous êtes très présente sur le terrain, que vous faites bien sûr beaucoup de vidéos, mais j'imagine que vous préparez aussi un nouveau livre. Voilà, parlez-nous un peu de votre actualité. Alors oui, il était question que je prépare un nouveau livre, mais je dois dire que j'ai un peu, là pour l'instant, cette activité littéraire est un peu mise de côté. Mon actualité, c'est que j'essaye de développer le site internet Révolu Droit, avec la réforme des institutions que je tente de développer, de faire connaître, et je dois dire avec un certain succès. J'ai même un peu l'impression que les choses s'accélèrent. La prise de conscience populaire commence à devenir sérieuse. Et ce qui est très peu facile pour moi, c'est de faire comprendre ce qu'est un changement de paradigme. Parce que Révolu Droit, ce n'est pas simplement une réforme des institutions, c'est aussi un changement de paradigme qui passe notamment par le réinvestissement de tout le statut économique, c'est-à-dire du système économique global, par le biais de la réforme de l'entreprise, par le biais de la réforme du droit autour de la réinitialisation d'un droit naturel, autour du réinvestissement politique par le biais des groupements d'intérêt qui sont une forme élargie du modèle des corporations d'ancien régime, j'insiste bien, pas celle de Vichy, exactement l'antithèse. Et puis, comment tout ça s'articule, comment ce vaste mouvement de réforme s'articule avec les différents éléments les uns avec les autres. Donc je dirais que mon actualité, mon avenir réside dans le développement de Révolu Droit, parce que j'estime que une méthode d'affranchissement de l'hégémonie monétaire est une question vitale pour les populations, et que si j'ai commencé tout ce travail qui quand même a été très lourd à tout point de vue. Et qui demande des sacrifices. Exactement, très lourd en sacrifice personnel, ce n'est pas pour abandonner au moment où finalement les générations d'après en auront le plus besoin. Et j'insiste beaucoup parce que c'est une question qui m'est souvent demandée. Les gens évidemment sont aujourd'hui très obnubilés par le concept de pouvoir. Je rappelle que le pouvoir politique n'existe pas aujourd'hui. Nous sommes dans l'hubris. L'hubris, la démesure, liée au fait que le pouvoir n'est plus corrélé par des responsabilités afférentes. Donc moi je suis pour essayer de faire comprendre aux gens que le pouvoir doit à nouveau devenir politique, c'est-à-dire que chaque citoyen doit être impliqué dans le pouvoir politique, et que ce pouvoir ne se conçoit qu'avec une responsabilité d'égale valeur. Je pense que le jour où ceci sera mis en œuvre, je ne serai peut-être plus de ce monde, donc je ne suis pas là pour vouloir prendre le pouvoir, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer de faire changer de paradigme politique, économique, social, juridique à toute une société. Voilà. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous Alain Escada et MPI. Merci.